Bonjour et bienvenue dans cette édition du journal sur CCTV français. À la une de l'actualité d'aujourd'hui, les manifestations continuent de secouer le monde musulman après l'exécution en Arabie Saoudite d'un dignitaire chiite condamné pour terrorisme. Le cheikh Nimr al-Nimr était un partisan écouté du changement de régime en Arabie Saoudite. Le point de suite en images. De Bagdad à Beyrouth, les manifestants ont défilé après l'exécution du cheikh chiite Nimr al-Nimr par l'Arabie Saoudite. Il a été condamné pour terrorisme, mais c'est pour son rôle d'opposant au régime sunnite de la famille royale des Al Saoud qu'il était jugé. En Iran, où l'islam chiite est majoritaire, la mort de ce dignitaire a fait l'écran titre et conduit au saccage de l'ambassade saoudienne à Téhéran. Les manifestants ont également renommé la rue adjacente du nom du cheikh et le guide suprême iranien a condamné l'exécution. Ceux qui prennent des décisions les exécutent et les décideurs du gouvernement saoudien ne doivent pas douter du fait que ce sang va les troubler. Il va les harceler. En représailles, le ministère saoudien des Affaires étrangères a annoncé que son pays rompait ses relations diplomatiques avec l'Iran. À la lumière de ces faits, le royaume annonce la rupture de ses relations diplomatiques avec l'Iran et donne 48 heures aux membres de la représentation diplomatique iranienne pour quitter le pays. Le cheikh a été exécuté aux côtés des 46 autres condamnés, pour la plupart des sunnites accusés de terrorisme. Les forces de sécurité du royaume n'hésiteront jamais à poursuivre ceux qui commettent de tels actes terroristes ou adhèrent à ces groupes ou les soutiennent de quelque manière que ce soit. Mais l'exécution du cheikh al-Nimr menace de diviser plus encore la région à un moment où elle a besoin d'unité pour combattre Daesh en Syrie et en Irak. Pour couronner le tout, l'exécution est survenue le jour de la fin de la trêve entre l'Arabie Saoudite et les rebelles chiites qui ont chassé le gouvernement du Yémen. On va avoir un état de colère qui va bloquer les Arabes. Les gens vont bouger, sortir, dénoncer, manifester contre ce crime odieux. Et ce n'est que le début. On va voir d'autres formes d'escalade. Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré que la rupture des relations diplomatiques décidée par l'Arabie Saoudite ne peut pas étouffer l'erreur commise suite à l'exécution du dignitaire religieux chiite. Hossein Amir Abdollahian a rappelé que l'exécution de Nimr al-Nimr est une énorme erreur stratégique. Il a par ailleurs déclaré qu'aucun des diplomates saoudiens en Iran n'a été blessé malgré les manifestations de colère organisées dans le pays. Amir Abdollahian a également accusé l'Arabie Saoudite d'avoir mené récemment une série d'actions dangereuses contribuant à l'escalade des tensions et propice à la propagation du terrorisme et de l'extrémisme au Moyen-Orient. Il a enfin déclaré que la chute des prix du baril de pétrole suite aux décisions du gouvernement saoudien a fait du tort à l'ensemble des peuples de la région. Un terroriste armé d'une ceinture explosive a attaqué une base militaire située à 140 km au nord de la capitale irakienne Bagdad. Au moins 15 gardes sont morts en blessant 22 autres. L'attaque s'est déroulée au camp Speicher, une ancienne base américaine située à l'extérieur de la ville de Tikrit, actuellement utilisée pour l'entraînement de la police du pays. Le groupe État islamique a revendiqué l'attaque dans une déclaration postée sur Internet. En 2014, les terroristes du groupe État islamique avaient tué près de 1700 soldats originaires de cette base. Les affres de la guerre ont poussé de nombreux civils irakiens à fuir de chez eux pour trouver refuge ailleurs. Nous nous sommes rendus dans un camp de réfugiés près de Ramadi pour constater les conditions difficiles dans lesquelles se trouvent des familles entières. Voici un camp de réfugiés situé à une vingtaine de kilomètres environ au sud de Ramadi. Les autorités provinciales l'ont préparé avant même le début de la bataille pour reprendre la ville des griffes du groupe État islamique. Ce camp a été établi pour les réfugiés en provenance de Ramadi. Nous l'avions prévu avant de lancer l'opération militaire pour reprendre la ville. Environ 58 familles ont fui après le début des combats pour un total de 400 personnes. La plupart des réfugiés présents sont des femmes et des enfants. Ils n'ont plus rien après avoir été forcés de quitter leur foyer. Ils doivent à présent affronter les rigueurs de l'hiver à l'abri dans de simples tentes.
Nous avons dû recouvrir les tentes avec des toiles. L'hiver est assez froid ici. Nous devons trouver davantage de matériaux et nous préparer à venir en aide à davantage de personnes en provenance de la province d'Anbar. Depuis le début de l'opération militaire, des milliers de familles ont fui leur habitation. Mais il est devenu plus difficile pour le gouvernement irakien de soutenir les réfugiés, alors que le prix de la principale source de revenus du pays, le pétrole, a chuté drastiquement et que les dépenses militaires sont restées élevées. Le gouvernement ne peut que proposer une aide basique comme des tentes, de quoi dormir, des vêtements et de la nourriture. Le principal problème ici est l'électricité. Il fait extrêmement froid maintenant. Vous avez peut-être vu cela, nous avons offert des cuisinières au pétrole à chaque famille. Mais nous sommes à court de carburant. Le gouvernement central fournit une quantité de pétrole très limitée, seulement suffisante pour répondre à 40% de l'ensemble de nos besoins. La bonne nouvelle est que les forces gouvernementales ont repris la plus grande partie de Ramadi. De nombreux réfugiés espèrent à présent pouvoir rentrer dans leur foyer, ou plutôt ce qu'il reste de leur foyer. Les forces de sécurité indiennes ont pu reprendre le contrôle d'une base aérienne près de la frontière avec le Pakistan dimanche hier dans la soirée. Leurs efforts ont seulement abouti un jour après qu'une attaque militante ait causé la mort de 7 militaires et blessé 20 d'autres. Les responsables ont annoncé que hier dimanche, 5 attaquants avaient été abattus et un était toujours recherché. Au moins 6 assaillants vêtus d'uniforme de l'armée indienne se sont infiltrés dans la base aérienne à Batankot samedi, selon les médias locaux qui citent des déclarations faites par des responsables. Ils ont échangé des tirs avec les forces de sécurité. 4 ont été tués le jour de l'attaque et un autre a été abattu dimanche qui a suivi leur aide. Les forces de sécurité indiennes sont en train de passer au baigne fin la base à la recherche d'autres attaquants. Le Premier ministre Narendra Modi a salué la bravoure des forces armées lors de la fusillade de samedi, déclarant qu'ils ont stoppé l'attaque d'ennemis de l'humanité. Selon les propos de Rajnath Singh, ministre des Affaires étrangères, l'Inde se battra contre le terrorisme. Des explosions et des tirs d'armes à feu ont retenti quand des assaillants ont tenté de prendre d'assaut le consulat indien dans la ville afghane de Mazar-e-Sharif. Un responsable indien dans le consulat, joint par les médias, a déclaré que tous les employés étaient sains et saufs. Le nombre d'attaquants impliqués est inconnu. Ils ont lancé l'attaque dimanche, hier soir, d'un immeuble près du consulat. Les forces afghanes ont bouclé la zone et sont en train d'effectuer une opération de ratissage afin d'éviter toute perte civile. Aucun groupe n'a encore revendiqué la responsabilité de l'attaque. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a donné sa conférence de presse annuelle dans sa résidence officielle de Tokyo. Il a déclaré que le Japon connaissait une reprise économique depuis que son gouvernement est entré en fonction il y a 3 ans. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a accueilli les journalistes en revenant sur ses politiques économiques. Ces 3 dernières années, nous avons été capables de créer 1,1 million d'emplois et nous avons vu la plus forte hausse des salaires depuis 17 ans. Et l'économie est sur le chemin de la reprise. Nous sommes encore à mi-chemin, mais j'aimerais dire que nous avons été en mesure de créer une situation où nous n'avons plus de déflation. Shinzo Abe se montre donc très optimiste, voire trop peut-être. L'inflation japonaise est en effet proche du 0%. Sur le plan de la politique étrangère, le Japon se prépare à un sommet trilatéral avec la Chine et la République de Corée. Nous avons eu l'an dernier un sommet en République de Corée et les 3 pays entretiennent de très bonnes relations. Et nous espérons cette année avoir un sommet fructueux qui conduise à de réels progrès. Shinzo Abe a déclaré lundi ne pas prévoir d'appeler à des élections anticipées en prévision des élections de la Chambre haute cet été. Il explique que conserver une majorité est sa priorité. Au sujet des élections de la Chambre haute, j'espère que tous les candidats seront réélus. Je pense que c'est naturel et je crois que c'est la responsabilité du président du PLD. En raison de la stabilité politique, nous espérons obtenir les 2/3 des sièges. Le Premier ministre s'est également engagé à élever le taux de fécondité de 1,4 à 1,8 enfants par femme d'ici 2025, afin d'atténuer le processus de vieillissement de la population japonaise. Voilà, retour sur le plateau de CCTV français. Et maintenant, on continue avec ma collègue Georgie Jing pour des actualités en Chine.
Bonjour Jiajun, nous ouvrons cette partie avec une page politique. Les candidats à la prochaine élection à Taïwan se sont affrontés lors de leur dernier débat télévisé. Eric Chu du Kuomintang, James Song du Parti du Peuple en premier et Tsai Ing-wen du Parti progressiste démocratique participaient samedi à un débat enflammé sur les politiques économiques et sociales respectives. Le débat a commencé par des salutations, puis s'est déployé avec des arguments au tac au tac. Les candidats se sont opposés l'un à l'autre sur leurs projets politiques concernant un certain nombre de questions, dont les relations transdétroits, la restructuration économique, la sécurité alimentaire et la réforme des retraites. Eric Chu a dit qu'il mettrait en place des mesures pragmatiques afin de s'occuper du ralentissement économique. Il a aussi demandé à Tsai Ing-wen d'expliquer plus clairement sa politique économique, puis il a déclenché l'offensive en disant que les prochaines élections seraient un choix entre la stabilité et la témérité. Taïwan ne peut pas se permettre de choisir la mauvaise personne, parce que cela mènera à des relations transdétroits instables. Il nous faut choisir la bonne personne, une personne qui travaille de bas en haut et qui a la volonté d'agir, une personne qui assume la responsabilité de ses politiques. En réponse, la candidate du Parti progressiste démocratique Tsai Ing-wen a dessiné les contours de sa politique vis-à-vis de la partie continentale de la Chine lorsque son parti reviendra aux affaires. Elle a dit que le Parti progressiste démocratique accueillera les investissements depuis la partie continentale de la Chine, mais qu'elle comprend aussi l'importance de protéger les intérêts des entreprises taïwanaises. Dans le même temps, elle a réfuté les affirmations du Kuomintang selon lesquelles accroître le revenu de base va procurer de la croissance économique. Vous avez dit qu'accroître le revenu de base pourrait aider à stimuler l'économie. Mais si cela réussit, je parie que vous remporterez le prochain prix Nobel d'économie. Pendant ce temps, James Sung a adopté une attitude neutre dans le débat. Il a dit que le KMT et le DPP devraient cesser de se chamailler l'un avec l'autre. Laissons derrière nous l'inimitié passée et cessez de vous quereller l'un avec l'autre. Nous allons nous concentrer sur l'institution actuelle et essayer de regagner la confiance du peuple dans la politique démocratique. C'était le deuxième et dernier débat télévisé avant l'élection présidentielle du 16 janvier. Mais les trois candidats auront une autre occasion de s'affronter lorsqu'ils se rencontreront vendredi lors d'une autre réunion pour exposer leur politique. Nous enchaînons avec de l'économie. Les performances logistiques de la Chine se sont encore améliorées au mois de décembre dernier. La Fédération chinoise de la logistique et des achats revient sur les performances réalisées. L'indice de performance logistique a atteint le seuil des 55% en décembre, soit 0,8% de plus que le mois précédent. Cela marque ainsi le quatrième mois de hausse consécutive de la croissance du secteur, dont les performances avaient connu un plus bas au cours du mois d'août 2015. Les entreprises logistiques ont fait plus de profits au mois de décembre dernier. L'indice des profits est en hausse de 0,3% par rapport au mois précédent, où il avait atteint les 49,8%. Mais le seuil pivot des 50% n'a toujours pas été atteint. Les analystes rappellent que la faible demande en matières premières pèse encore sur les performances du secteur. Les performances logistiques de la Chine ont continué leur progression au mois de décembre dernier, ce qui signifie que l'ensemble de l'industrie reprend des couleurs et s'oriente désormais vers un avenir plus serein. Mais nous devons noter qu'avec le ralentissement économique global, visible notamment à travers la faible demande en matières premières, les entreprises du secteur logistique seront encore sous pression. Cependant, nous nous attendons à une croissance stable pour l'année 2016. La musique du groupe Hankai possède une résonance unique en son genre, inspirée des chants traditionnels de Mongolie intérieure et de mélodies plus à la mode, telles que la musique punk. Parmi les différentes inspirations du groupe, les musiciens citent Pink Floyd, Radiohead, Rage Against the Machine, mais également des groupes de rock chinois. Notre reporter Yves Mouillet est parti à leur rencontre.
Hangai est un groupe de musique pop-punk formé à Pékin en 2004 qui chemine depuis plusieurs années dans le vaste empire des sonorités ancestrales de Mongolie intérieure. Ilichi, après avoir fait vibrer la scène musicale de la capitale chinoise avec son groupe précédent, a décidé de renouer avec les mélodies de son enfance. Le terme Hangai fait d'ailleurs référence à un paysage idéalisé de pâturage, de rivières, de montagnes, d'arbres et de ciel bleu. 做音乐嘛，大家都是很有个性的，所以有的时候会喝酒，然后吵架、打架，然后就是因为音乐或者是因为生活各种各样的事儿，始终大家还是在一起，就是坚持做这个事儿。巡演的时候，每天的地方都是新的、新鲜的，然后我也很享受这个旅程。一般都是巡演的时候，我都是最快乐的。 Alors aujourd'hui, on a affaire à une équipe extrêmement cosmopolite. Là, vous allez voir cet individu-là avec des chaînes en argent et sa casquette. Et puis un toucher à la guitare qui a l'air, ma foi, Jimi Hendrix sera en pleine admiration, j'imagine. Là, vous allez voir dans quelques instants un homme qui est très très imposant par sa carrure. Il a un béret, lunettes de soleil. C'est un individu qui est chanteur de ce groupe, chanteur exceptionnel à la voix que vous allez pouvoir entendre tout à l'heure et l'admirer bien entendu. Certains membres du groupe ont redécouvert leur identité culturelle dans la Chine moderne. Ils sont allés jusqu'à réapprendre leur langue maternelle afin de l'incorporer dans leur répertoire. Le groupe chante un mode de vie sur le point de disparaître, un mode de vie qu'eux-mêmes n'ont jamais véritablement connu, ce qui prouve à quel point il est difficile de trouver ses origines et de conserver la singularité de son identité. 我出生和长大的地方是图木特左旗，就靠近呼和浩特。在整个内蒙来说，那个地方是这个蒙古族的文化、语言各方面流失最严重的。继续做蒙古风格的音乐，让更多的蒙古人理解这个民族存在的意义，还有让更多的人理解蒙古音乐。 Certains nostalgiques préfèrent avancer à reculons. Hangai retourne véritablement vers le futur, dans un monde où le vent fouette votre visage, où la musique est marquée par le rythme des sabots d'un pur sang lancé au galop, où une combinaison d'accords à la guitare peut suggérer son hennissement, un monde où le temps est figé. Fermez les yeux, laissez-vous transporter par cette mélodie contemporaine, cet élan universel dont l'histoire remonte à la nuit des temps. Et voilà, c'est avec de la musique que nous terminons cette partie. Et maintenant, retour au plateau. Jiajun, c'est à vous. Merci Georgine. Et voilà, donc c'est la fin de cette édition du journal. Merci à vous tous de votre fidélité. Excellente suite de programmes sur CCTV français.